sama càmmiñ dalal jàmm ak salaam. Nitienu. Neongo. Bere. Audanse. Vous écoutez Kisigi, le podcast de l'Afrique par les Africains. Je suis Elisabeth. Alexandra nous parle aujourd'hui de son départ pour le pays de ses rêves à 21 ans, le Brésil. Elle y vivra une intégration heureuse avant de planifier avec son mari un retour dans le pays de celui-ci. Ils feront des économies pour entreprendre en Afrique. Malgré les réticences de la famille d'Alexandra, elle quitte le Brésil avec son fils âgé de 1 an pour bâtir les fondations du projet du couple. Alexandra se lance sur le tatami du terrain en déposant ses valises sur le continent et puise sa force dans la promesse faite à l'aéroport par son mari. Même si tout le monde t'abandonne, moi je serai là. D'accord. On va commencer peut-être au début. Si tu peux expliquer comment tu arrives au Brésil. Alors, mon histoire remonte depuis les années 90. Le cousin de mon père était diplomate. Aujourd'hui, diplomate à la retraite. Donc, il avait été affecté au Brésil. Sinon, mon histoire avec le Brésil me remonte d'un peu plus loin, depuis le lycée. J'étais fascinée par ce pays lorsque je l'avais découvert. Mon oncle a fait ses études ici, un peu plus jeune. Et quand il est rentré, il a commencé à me décrire le Brésil. Voilà, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il avait aimé. Donc, je suis rentrée dans son monde. Je suis rentrée dans sa tête. Et voilà, j'ai nourri un amour pour ce pays. Et lorsque l'opportunité s'est présentée, mon oncle avait été affecté. Je me suis dit, waouh, c'est l'opportunité de ma vie. Pour ne pas rater, je devais connaître ce pays. Et j'ai commencé à le harceler. Donc, la condition qui m'avait été imposée, écoute, si tu as ton bac, tu y vas. OK, bon, je suis cette condition-là, je vais la remplir. À cette époque aussi, on nous bombardait avec les séries brésiliennes et tout. Et à l'époque, même, c'était Dona Beja. Donc, au lycée, on m'appelait même Dona Beja tellement que j'aimais cette série-là. Et donc, j'ai fini par avoir le bac. Et puis, bon, je lui ai envoyé un message. Tonton, j'ai eu le bac. Il m'a dit, on l'a noté déjà en juillet. Lui, on a fait le bac en juin, en juillet. Il me dit, OK, donc j'arrive aussi en Côte d'Ivoire pour les vacances. Comme ça, on revient ensemble. Et c'est comme ça que après je me suis retrouvée au Brésil. J'avais la peine d'avoir mon bac. J'avais 21 ans. Comment les premiers moments se passent dans ce pays où, je ne sais pas si tu parlais déjà la langue? Les premiers moments au Brésil, c'était pas, lorsqu'on va dans un endroit et puis un pays qu'on avait déjà imaginé, rêvé de connaître, on est déjà mentalement préparé. Donc, lorsque j'étais arrivée, j'étais en contact avec tout ce que j'avais imaginé. Donc, j'étais fascinée. Voilà, j'étais fascinée par tout ce que je voyais. Donc, ça a été facile pour moi. Voilà, ça a été très, très facile pour moi. D'accord. Et là, un jour, tu décides de retourner en Afrique. Comment ce cheminement-là se met en place, ton retour? Au fil des années, après tout le temps que j'ai passé ici, j'ai rencontré mon ex-mari. Il est de l'Afrique centrale. Nous avons vécu ensemble de 2000 jusqu'en 2008, où je décide d'aller au Gabon, mon pays natal. Moi, je me suis dit que, étant africaine, ayant grandi en Côte d'Ivoire, je peux m'adapter dans n'importe quel autre pays de l'Afrique, ça n'allait pas être compliqué. Donc, on met des projets sur pied, on essaie de voir la faisabilité de ce projet et on a vu pas mal de situations des Africains en Europe ou ailleurs qui envoient l'argent à la famille pour mettre des projets sur pied. Et en fin de compte, ces personnes finissent par perdre tout leur investissement. Donc, on s'est dit, écoute, il vaut mieux ne pas prendre de risques parce qu'on a vraiment souffert pour faire nos économies. Donc, il va falloir se faire violence. J'ai dû
abandonné, démissionné. Et j'avais même un nouveau-né. Mon fils était à bas âge, hein, il avait un an et quelques. Et j'ai pris sur moi la responsabilité de repartir en Afrique. D'accord. Dans le pays du conjoint. Je suis partie avec le bébé. Oui, parce que lui, il gagnait à l'époque beaucoup plus que moi. Peut-être 4 fois, 5 fois plus mon salaire. Donc, il fallait bien que quelqu'un reste pas derrière pour pouvoir travailler et envoyer de l'argent pour qu'on puisse nourrir le projet. D'accord. Et c'est comme ça que je suis partie à l'aventure. Et ta famille, est-ce qu'ils t'encouragent à ça? Parce que retourner chez soi, c'est quelque chose, mais retourner chez le conjoint, est-ce que tes parents, ils sont ouverts à ça? Non, mes parents n'étaient pas d'accord. Surtout mon père, il était catégorique. Il me dit, écoute, chez nous, nos traditions, pas une femme qui va dans le pays du mari pour aller travailler et mais vraiment embrasser une culture qui n'est pas la sienne. Vous devrez, au contraire, faire l'inverse. C'est lui qui doit partir dans son pays. Il met tout sur place et ensuite, toi, tu le rejoins pour que vous puissiez travailler ensemble. Donc, moi, à ma façon, j'essaie de convaincre mon père. Il dit non, c'est pas bien grave. Au vu de notre situation financière, j'essaie de convaincre mon père. Et pour lui, ça ne passait pas, il n'a pas accepté. Je n'ai pas eu le soutien de ma famille, de personne. D'accord. Voilà. Et même, je me souviens que le jour où je devais partir, je devais voyager à l'aéroport, il m'a dit, écoute, si tout le monde t'abandonne, moi, je serai toujours avec toi. Donc, je me suis accrochée à cette phrase-là, je l'ai regardée dans les yeux, j'ai dit, waouh, quelle promesse, quelle conviction. Moi, je m'accroche à ça, je lui fais confiance. Et, conjoint, hein? Tu t'accroches au conjoint qui te dit que malgré tout, il est là. Il est ta colonne vertébrale. Même si tout le monde t'abandonne, tu es là. Et donc là, tu arrives sur le terrain. J'arrive sur le terrain avec ma nièce qui était venue de la Côte d'Ivoire m'aider lorsque j'avais le bébé et le petit. Il avait en ce moment un an et 8 mois lorsque nous sommes partis. Donc, on arrive au Gabon le 25 avril 2008. Voilà, à 17h, on arrive et sa famille que nous ne connaissons pas nous accueille à l'aéroport et puis on va s'installer chez sa cousine le temps de mettre le projet sur place. D'accord. Parce que je vais juste éclaircir, c'est-à-dire vous vous êtes rencontrés au Brésil, vous vous êtes mariés là, mais vos parents ne vous ont pas réellement rencontrés dans ce laps de temps-là, dans la durée du mariage. Toi, t'as pas rencontré ses parents et lui, est-ce qu'il n'a pas rencontré les tiens non plus? Exactement, c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord. Nous nous sommes mariés ici, juste à la mairie. On avait même l'intention, lorsqu'il allait arriver au Gabon, on serait reparti en Côte d'Ivoire pour la dot et il ne connaissait pas ma famille personnellement. Il parlait avec eux, il était connu de par mon père et ma mère, mes frères et sœurs. Il connaissait tout le monde. Et même ma petite sœur qui vit au Canada était même venue ici le connaître et tout. Donc, il y avait une certaine familiarité déjà. Mais pour eux, c'était pas suffisant pour qu'ils laissent leur fille aller s'installer dans un pays où elle n'avait personne d'autre. D'accord. Voilà. Donc, ils n'étaient pas d'accord. D'accord. Donc, la première rencontre avec la belle famille. Donc, c'est eux qui vous accueillent à l'aéroport. Je pense pendant les premiers temps aussi, c'est là que tu vas vivre ou bien tu avais déjà pris une maison? Non. Justement, je ne connaissais personne au Gabon. Donc, lorsque je suis arrivée à l'aéroport, je suis allée même m'installer chez sa sœur qui avait déjà des soucis de santé. Donc, elle n'a même pas pu nous donner toute l'attention. Mais bon, c'était pas trop important pour moi. J'avais mon objectif à atteindre. Donc, voilà, je n'ai pas fait trop attention à cela. On s'est installé chez elle. Ça a duré, avril jusqu'au mois d'août. Voilà. C'était un environnement très chaleureux. On avait été très, très bien reçus par sa cousine. Elle a vraiment fait de telle sorte que je puisse me sentir chez moi. Voilà. Donc, tout s'est bien passé jusqu'à ce que je lui dise, bon, écoute, il est temps que je prenne mon envol et que je puisse trouver un appartement, une maison, m'installer avec ma petite famille. Parce que on pensait que justement mon mari allait me rejoindre du moins pour les vacances, hein.
Donc, il fallait qu'on prenne une maison. On n'allait pas rester chez sa cousine pour le recevoir. Donc, on a essayé de trouver une maison et on a pu trouver cette maison dans un quartier de Libreville parce qu'on s'est installé à Libreville. Hein. D'accord. Et donc, c'est comme ça que notre aventure avait commencé. C'était une société de quoi que vous vouliez créer sur place? Tu étais rentrée pour créer quoi? Lorsque j'étais partie, on avait pas mal de projets, hein, mais il fallait trouver un moyen, une entreprise qui, on pensait, hein, qui pouvait nous faire entrer l'argent plus rapidement. Donc, on a pensé au transport. Les gbaka, comme ils appellent les taxibus, et aussi en Côte d'Ivoire, on dit les gbaka. Hein. Les gbaka, oui. Et chez eux, ce sont les taxibus et aussi les taxis. Voilà. Donc, il fallait commencer par le transport et sans aucune expérience, j'ai essayé de rentrer dans ce monde-là. C'était pas un monde pour tout le monde. Du moins, un marché pour tout le monde. Voilà. Il fallait s'entraîner d'abord sur ce terrain pendant très longtemps et connaître tous les rouages de fonctionnement avant de penser peut-être à un succès. C'était pas facile. Pas du tout. Et pas connaître des communautés. Oui. Des communautés camerounaises. En fait, il y avait des métiers qui étaient rattachés à des communautés. Voilà. D'accord. Donc, les Camerounais, les Nigérians occupaient vraiment une très bonne partie une bonne tranche de ce marché-là, du transport. C'est vrai qu'il y avait des Ivoiriens aussi, mais pas en grand nombre. Et j'ai commencé justement avec un Camerounais que j'avais rencontré comme ça, le jour où je devais acheter le premier véhicule. D'accord. Et même là encore, c'est là où tout avait mal commencé en fait. J'avais mal démarré. Au départ, c'était l'achat d'un véhicule qui devait arriver directement de l'Europe. Et mon manque d'expérience a fait que je suis allée acheter justement un véhicule déjà usé, utilisé déjà, qui a déjà roulé dans la ville, qui avait déjà ses problèmes. Et les premières économies qu'on avait, justement, je dirais qu'ils sont partis à l'eau parce que le véhicule n'a même pas mis du temps lorsque je l'avais acquis. D'accord. Et les problèmes ont commencé comme ça. Et à la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Après, ce véhicule-là n'était pas forcément le bon. Tu as dû recruter quelqu'un peut-être pour le conduire? Oui, justement, il fallait le propriétaire avec lequel j'avais pris le véhicule, il avait déjà son chauffeur. Et donc, je lui ai dit, écoute, je sais même pas où trouver les chauffeurs, je me lance dans ce marché. Donc, étant donné que tu as déjà un chauffeur, est-ce que je peux rester avec lui, il peut travailler avec moi? Il a dit non, il n'y a pas de problème. Si le chauffeur accepte, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai causé avec ce chauffeur camerounais et il m'a dit, écoute, j'accepte de travailler avec toi, voici mes conditions. Et moi, je savais rien, je savais pas comment ça fonctionnait. J'ai dit, OK, bon, donc j'accepte tes conditions. Et il a vu que, bon, voilà, c'est quelqu'un qui vient avec une mentalité complètement différente. Donc, vraiment, il pouvait me diriger comme est-ce qu'il voulait. Hein. Donc, voilà, il m'a imposé ses conditions. Et puis, bon, j'ai accepté. J'ai dit, bon, je ne m'y connais pas. Et bon, ça, c'était le premier véhicule. Ensuite, mon petit frère qui est en France, j'ai discuté avec lui et je lui ai dit, écoute, j'ai commencé avec mon premier véhicule. Je pensais que ce véhicule-là pouvait acheter d'autres, mais apparemment non. Toutes les entrées repartent pour le garage. Donc, il va falloir que tu nous fasses venir des véhicules de la France et aussi de la Belgique. Et c'est comme ça que mon petit frère prend aussi sur lui de nous faire venir des véhicules. Et quand c'est arrivé à la douane, c'était tout un problème. C'était pas le chemin normal que nous connaissons. Lorsque nous sommes en Europe ou bien même ici en Amérique latine, il y a une procédure déjà tracée qu'on suit pour faire sortir des véhicules. Là-bas, c'est complètement différent. Il faut avoir des relations. Et lorsque tu n'as pas de relations, eh ben, c'est le parcours du combattant. C'est ce que j'ai fait, je me suis battue et entre-temps, ce sont les économies qui s'en vont. On n'a pas fait des prévisions pour
des imprévus de ce genre. Donc, c'est l'argent qui est réservé pour certaines choses qui part dans, voilà. On arrive à dédouaner les véhicules et entre-temps, je continue de travailler avec le même chauffeur et c'est lui qui me fait venir d'autres chauffeurs. Mais c'est toujours pas ça. J'ai l'impression que ce sont des prédateurs. Voilà, ce sont des prédateurs et ils voient que c'est une femme qui est dans un business d'homme. Et je sentais avec le temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, je crois que dans le 3e mois déjà, je commençais à percevoir tout le game quoi, qui est fait autour de ce business-là. Je dis, tiens, Alexandra, tu vas pas rester à la maison à attendre que les entrées viennent jusqu'à toi. Donc, tu iras vers tes entrées. Donc, par moment, il faut leur donner rendez-vous quelque part pour voir si effectivement ils sont en train de travailler. Je suis à tel carrefour. Est-ce que tu peux venir avec le véhicule? Ensuite, tu vas dans un autre. Et c'était comme ça. Ah, je suis au garage. OK, attends-moi au garage. J'arrive tout de suite. Et il fallait pas être la dame qui est à la maison qui attend à 20h, 19h pour que la recette arrive. Donc, il fallait être sur le terrain. Donc, il fallait oublier que j'étais une femme en griffe. Je me suis coupé les cheveux. Tous mes pantalons jeans que j'avais, je les ai coupés en culotte. Et j'ai abandonné tous les talons. Maintenant, c'était les baskets. Et voilà, il fallait le terrain, les ongles, il fallait les couper. Tu dis, écoute, Alexandra, bienvenue au Gabon. Voilà, je crois que c'est maintenant que tu te rends compte que tu es au Gabon, en Afrique centrale, et que ce marché du transport, ce n'est pas pour les enfants. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me battre. C'était toujours pas facile. Est-ce que le conjoint, il comprenait à distance tes difficultés? Oh non, pas du tout, pas du tout. Parce que c'est lui qui se battait. Je le comprenais aussi de son côté, mais il n'avait aucune idée de tout ce que j'étais en train d'endurer dans son pays. Alors là, aucune idée. Donc lui, de son côté, c'était les plaintes. Parce que tout ce qu'il avait comme salaire, il arrivait juste à enlever ce dont il avait besoin pour vivre, mais justement le strict minimum, payer son loyer, son marché du mois, son transport, et sans plus, quoi. Pas de loisirs, plus rien. Et tout devait aller vers nous, basculer vers nous, parce que nous, on avait nos besoins. Mais du coup, les taxis ne nous rapportaient pas du tout. Ce qui rentrait partait au garage, où le chauffeur avait toujours des histoires à inventer. Il y a eu tel souci. C'était tout le temps des histoires qu'il racontait. Donc, lorsque je faisais le compte rendu à mon mari, il pensait que c'était de la blague et que j'étais pas assez impliquée. Et ça me frustrait énormément parce que je regardais tout ce que j'avais abandonné derrière, ma vie, tout ce que je faisais ici au Brésil, et que j'étais en train de me battre sur le terrain dans un pays où il faisait très, très chaud. Tout le temps, j'étais au soleil à 13h, à 14h. Par moment, je vais au garage à 6h du matin. Je sors du garage à 20h. Je laisse mon fils toute la journée sans le voir. Et j'étais à plein dans la chose, quoi. Lorsque le mécanicien dit qu'on doit pousser le véhicule pour que ça puisse démarrer, j'allais moi aussi pousser le véhicule. Et là, je me demandais, écoute, ça, c'est pas une femme, ça. Parce que pour être aussi impliquée, tout ce que je faisais, ils disaient non. On n'a jamais vu des femmes même qui ont des taxis, qui sont aussi présentes comme vous, madame. Donc, je disais non, il faut que je me batte. Et quand je faisais le compte rendu à mon mari, il minimisait tout ce que je faisais. Et lui, il ne voyait que les envois qu'il nous faisait. Je le comprenais, c'était pas facile, mais je me disais que lorsqu'on se jette, on se lance comme ça, on se jette dans l'eau ou bien on se met sous la pluie pour tout mouiller. Donc, lorsqu'il y a des imprévus pareils, il faut faire avec. Mais il n'a jamais pu. Voilà. Et pour lui, j'étais en train de détruire sa vie, j'étais en train de le ruiner. Vraiment, ça m'attristait profondément. Je suis arrivée à un niveau où on n'avait plus d'entrée. Il envoyait même l'argent pour qu'on puisse acheter les meubles dans la maison. Je disais non, j'ai pas besoin de lit. Moi, mon matelas, ça suffit. J'avais même pas encore de matelas. Je dormais même sur une couette. Et on avait acheté les matelas gonflants là qu'on met sur les piscines. Et parce que j'avais acheté pour mon fils et ma nièce, je dis écoutez, vous pouvez dormir là-dessus. Et pour l'instant, pas de confort.
lorsque le business va commencer à bien tourner, on va commencer à acheter les meubles. Jusqu'à ce qu'un jour, à force de dormir même à même le sol, je dirais, parce qu'une couette, c'est pas du confort. Et je suis un peu émue lorsque je me rappelle de toutes ces difficultés-là. Et je suis tombée malade à force de dormir à même le sol. Et puis, je grelottais même ce jour-là. Et puis, le chauffeur me dit, écoutez, madame, c'est parce que vous dormez pas bien. C'est pour ça que vous vous sentez pas bien. Donc, allons-y quand même, prendre des matelas pour vous. Je disais, non, je veux pas. Il dit, madame, c'est rien, c'est un matelas de 50 000, c'est pas grand chose, allons-y. Et puis, bon, écoute, c'est bon, on y va. Donc, on a pris le matelas pour que je puisse dormir. Et cette nuit-là, effectivement, j'ai vu que c'était les douleurs corporelles qui faisaient que je me sentais plus bien. À force de vouloir économiser, je disais non, si je dépense, qu'est-ce que l'autre va penser? Je suis en train de chercher le confort, ils se plaignent tout le temps et tout le temps. Donc, voilà, et cette nuit, j'ai pu dormir. Et du coup, j'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et les regrets avaient commencé, voilà. Parce que j'ai vu que je faisais du surplace, je n'allais nulle part. Je pensais au prochain projet et je voyais que le premier projet ne bougeait pas. Après 6 mois, 1 an, je dis, écoute, c'est comme si on avait amassé, on a pris de l'argent et puis on a fait un tas et puis on a mis du feu pour brûler les billets. Voilà, j'ai pensé à toute la folie et voilà, et puis je me suis dit, écoute, il est temps de plier les bagages et il faut repartir. Mais repartir où? Parce que le mari était déjà déçu. Il n'a pas pu venir, le mari, pendant les 1 an? Non, il n'est pas venu parce qu'il disait que, écoute, on a eu trop de dépenses. Prendre un billet de l'Amérique latine jusqu'en Afrique, c'est tout le temps des billets de plus de $2000. Donc, il disait, écoute, et c'est pas seulement le billet. Quand on va en Afrique, il y a la famille. Il faut avoir plus que cela. Des cadeaux, de l'argent de poche. Et donc, il m'a dit, écoute, je viendrai l'année prochaine. Et d'année en année, il a fini par venir nous voir après 2 ans et 8 mois. Wow, tu es quand même resté dans ça pendant 2 ans et 8 mois. Oui. Okay. Parce que entre-temps, je lui disais, écoute, au lieu que tu viennes, qu'est-ce que tu penses que je retourne? Et il me disait, écoute, il avait tout le temps des excuses. Tout le temps des excuses. Et entre-temps, mais il y avait pas mal de difficultés financières. Et à l'époque, il y avait une entreprise de construction brésilienne qui s'était installée au Gabon. Et ils avaient besoin de quelqu'un qui parlait bien portugais. Et puis, bon, je me suis candidatée et puis, bon, j'ai eu le poste. Et c'est ce qu'il a allégé un peu, lui, dans ses finances. D'accord. Et c'est après ça qu'il a pu venir nous voir. Mais entre-temps, il y a des choses qu'il faut pas cacher. Monsieur s'était déjà installé avec une autre femme, hein. Voilà. Voilà. J'ai fini par le découvrir. Et comme on le dit, peut-être de son côté, ça confirme peut-être la maxime qui dit que la nature a horreur du vide. Et j'ai créé un vide de son côté. Et sur la base de cela, il a dû remplir ce vide. Donc, je lui ai rappelé sa promesse, justement, quand il m'avait dit, écoute, si tout le monde t'abandonne, tu peux toujours compter sur moi. Et je lui ai rappelé sa promesse. Je lui ai dit, écoute, tu as brisé ta promesse. Et je suis venue dans un pays qui n'est pas du tout facile, qui est ton pays, le Gabon. Et j'ai dû faire face à vents et marées pour monter une entreprise qui était une entreprise de nos rêves. On rêvait à pas mal de choses. On n'a pas pu le faire. Mais j'ai abandonné une vie que j'avais. J'ai privé mon fils de son père. Il a grandi pendant 9 ans loin de son père. Bon, il venait au Brésil en vacances lorsqu'il avait des congés scolaires. Lui, il venait tout le temps voir son père. Mais c'était pas la même chose. Donc, j'ai privé l'enfant de grandir auprès de son père et de sa mère en fonction d'un projet qu'on avait pour notre famille, le retour en Afrique. Parce que justement, on pensait à l'éducation de nos enfants. On se disait que est-ce
élever des enfants au Brésil, avec tout ce qu'on voyait ici, c'était pas évident. Donc, on pensait à tout cela, c'était une préoccupation aussi pour nous. Donc, le retour en Afrique, pour nous, c'était l'idéal. Pouvoir donner les valeurs à nos enfants, les valeurs africaines et tout cela. Donc, l'idée de l'entrepreneuriat était la porte ouverte pour nous pour retourner. Et ça n'a vraiment pas été facile. Comme je l'ai dit, au Gabon, il faut avoir des amis policiers. Il faut avoir, parce que même mes véhicules, par moment, lorsque ça partait à la fourrière, si tu n'as pas de relation, il va falloir débourser pas mal de sous pour libérer les véhicules. Parce que faute de documents, en fait, il fallait toujours inventer des histoires pour débloquer les véhicules. Il fut un temps où on m'a dit que le chauffeur avait insulté le chef de l'État. Donc, ça, c'était des filles des généraux qui avaient emprunté le taxi. Et il y avait eu une dispute dans le véhicule et je crois que le chauffeur a dû dire quelque chose de déplacé. Et voilà, on m'a bloqué le véhicule pendant 2 semaines. Wow. Et il fallait que je fasse tous les commissariats, rencontrer tous les généraux, tous les responsables de la police pour qu'on puisse me libérer mon véhicule. Et d'un endroit à l'autre, il faut toujours laisser de l'argent jusqu'à ce que j'arrive chez la femme, l'épouse du responsable. Et c'était une scène très, très humiliante. Je suis arrivée chez elle et tout fait pour découvrir la maison. C'est tellement bizarre tout ça. Et j'arrive chez elle, j'attends dans la salle d'attente, elle me reçoit. J'ai dû m'agenouiller devant elle, la supplier pour qu'elle puisse me libérer mon véhicule. Wow. Et elle m'a raconté tout ce qui s'est passé et raison pour laquelle ils n'ont pas été tolérants. Et comme je lui ai dit que c'était de ça que moi je dépendais pour vivre et que j'étais l'épouse d'une Gabonaise, ça compte, hein. L'épouse d'une Gabonaise, parce que lorsque tu es étrangère à 100% là-bas, c'est pas facile. Et donc, j'ai un fils gabonais, raison pour laquelle j'ai besoin de mon véhicule pour le mettre en fonctionnement et avoir de quoi nourrir mon fils. Et c'est après cette scène-là qu'elle a accepté. C'était un week-end, le lundi, on m'a dit, ton véhicule se trouve à tel endroit, tu peux aller le récupérer avec ton chauffeur. Et entre-temps, le chauffeur avait été arrêté, hein. Qui avait parlé du chef de l'État, il avait été arrêté. Et tous les jours, il fallait aller à la prison, puis lui donner à manger. Donc, il y avait tous ces aléas, toutes ces difficultés-là qui faisaient que pour réussir dans cette aventure-là, c'est vrai que très souvent, on regarde les success stories. Waouh, celui-là, il a réussi. Mais on oublie tout ce qu'une personne peut endurer. On voit l'étoile qui brille. On ne regarde pas les lanternes qui sont sur le chemin et ces lanternes-là, ces petits feux-là peuvent s'éteindre durant le parcours. Mais faut pas seulement regarder l'étoile parce que pour devenir l'étoile, c'est toute une histoire qui est derrière. Et donc, il a fallu prendre du recul. J'ai dû revenir 9 ans. J'ai fait 9 ans au Gabon. Hein. Wow, 9 ans. Oui, j'ai fait 9 ans. Mon père me disait tout le temps, ton premier mari, c'est ton diplôme. Donc, je me suis dit qu'effectivement, mon père avait raison. J'avais mon diplôme et c'est grâce à ce diplôme-là que j'avais eu un bon boulot. Cette entreprise brésilienne l'a payé très bien. Donc, je me suis dit qu'écoute, si je reviens au Brésil, je vais mettre du temps pour trouver du boulot et tant qu'à faire, voilà, ce sera pareil. Donc, je suis là déjà. Cette entreprise a besoin de moi. Et pas mal de promesses s'ils avaient des marchés, parce que c'est une très grande boîte brésilienne de construction, construction civile. Et donc, j'ai bossé avec l'entreprise pendant 4-5 ans. Et voilà, ils n'ont pas pu avoir les marchés qu'ils voulaient. Donc, ils sont partis. Et moi, une année après aussi, bon, je me suis dit, écoute, repartons la case départ. Je me dis, j'ai une nature d'entreprenante. Je suis entrepreneur, j'aime me battre. Je me suis toujours dit que c'est dans ce domaine-là que je sens que je réussirai. Je baisserai pas les bras. J'ai perdu juste une bataille, mais pas la guerre. Je recule. J'ai d'autres projets. Aujourd'hui, lorsque je vois des amis qui veulent entreprendre dans ceci, dans cela, ma petite expérience sert à enrichir les autres. C'est pas penser faut pas minimiser ceux qui sont déjà sur le terrain.
ne pas se croire plus intelligent que les autres qui sont déjà là-bas. Et faut se préparer psychologiquement à tous les aléas. Parce que tout peut arriver, on peut réussir, on peut faire du surplace, ou on peut simplement se casser le bec, comme ça a été mon cas. Mais mon cas, ça a été plusieurs concours de circonstances, en fait. Il y a eu le côté émotionnel, il y a eu le côté financier, il y a eu le côté des paysages, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que peut-être, je dirais que je n'étais pas prête, non, c'était pas chez moi, mais en même temps, je peux pas utiliser ça comme raison parce que les Chinois, les Libanais, les autres arrivent chez nous et ils réussissent. Mais c'est tellement, ils ont leur stratégie à eux. Comment est-ce qu'ils font pour réussir? Peut-être c'est toute une stratégie qu'ils ont pour faire marcher leur business et de réussir toujours à l'étranger. Ils ont toujours quelqu'un sur qui est compté. Parce que moi, avant même d'arriver à trouver le boulot avec l'entreprise brésilienne, puisque mon mari avait pratiquement 2 foyers. Mais tu considérais que tu étais toujours dans un foyer? Oui, parce qu'il vivait avec une autre femme. Voilà. Donc, je savais qu'il vivait avec une autre femme, mais il ne l'a pas assumé. Mais en fait, pour lui, c'était quelque chose que je savais pas. Il a toujours nié, mais je le savais. Donc, l'appui que j'avais, du moins financier que j'avais de lui, je peux pas compter à 100%. Donc, le strict minimum, parce que les affaires ne marchaient plus, j'ai dû me défaire de tous les véhicules. On en avait eu 6 au total. Et ceux qui fonctionnaient encore, j'ai dû m'en défaire. J'ai tout vendu. Et même là encore, vendre, les brader. Et voilà, et faire face aux différents problèmes que j'ai pu avoir là-bas et tout. Au bout de combien de temps? Au bout de combien de temps tu as vendu tous ces véhicules-là? Ou tu t'es dit, non, finalement, c'est pas fait pour moi? Une année et demie que le business a tourné. 1 an et demi. Voilà. D'accord. 1 an et demi. Et après, même les chauffeurs avec lesquels je travaillais se permettaient de prendre les sous pour aller faire leur tontine à eux. Et lorsque tu demandais, non, j'ai fait une tontine, mais parce que j'étais une femme. Ils croyaient qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient avec la femme. Parce que j'avais personne, j'étais pas chez moi, j'étais pas chez moi. Et voilà, à qui j'allais avoir recours. Donc, ils avaient compris tout cela. Et c'était comme ça. Ils s'amusaient avec moi. Et à un moment donné, ma santé va pas prendre un coup en fonction de cela. Je vais prendre du recul et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire après. Voilà. Lorsque au départ, j'avais voulu repartir et monsieur trouvait tout le temps des excuses. Non, tu peux repartir chez ton père en Côte d'Ivoire. Et il faut leur dire que la situation au Gabon était très critique et que tu ne te sens pas en sécurité. Donc, tu peux rentrer chez ta famille et ensuite gérer là-bas pour vous chercher. Je lui ai dit, écoute, je peux pas rentrer. Mon père m'a dit de ne pas venir au Gabon. Je me suis entêtée. Donc, il y avait un peu cette chose d'avoir un peu honte, l'échec et tout cela. Je disais non, je peux pas partir. Je préfère repartir au Brésil. Et lui, au vu de la situation dans laquelle il vivait, il trouvait des moyens pour éviter que voilà, parce que la femme avec laquelle il vivait n'allait pas aussi quitter la maison parce que voilà, 1 an, 2 ans, on vit ensemble et du coup, l'autre arrive qui me demande de partir. Donc, voilà. Puis après, je me dis, écoute, j'ai eu le boulot avec les Brésiliens, donc je vais rester. Et comme ça, j'ai bradé tous les véhicules. Je les ai bradés et puis bon, j'ai fait face aux différents problèmes qu'on avait. On a pu s'équiper, on a pu s'installer convenablement. Et lorsque la boîte brésilienne a fermé, je suis revenue au Brésil 1 année après. D'accord. Mais durant tout ce temps, j'ai eu vraiment le soutien de sa famille. Mais vraiment, ils ont été de mes côtés, ils m'ont vraiment soutenue. Voilà. Mais toi, ta famille, qui finalement n'est pas très loin, le Gabon est quand même plus proche de la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire n'est proche du Brésil. Comment ça se passe pendant ces 9 années-là? C'est toujours compliqué, vos relations, parce qu'on t'avait prévenu de ne pas venir,
où finalement ça s'apaise et on comprend que tu es l'enfant, que tu as fauté et que finalement on peut pas, ça reste comme ça, où toi tu n'en parles pas, tu n'en parles surtout pas et tu gardes tes problèmes pour toi et tu restes au Gabon. Exactement. Et c'est chose étrange parce que ma mère me disait tout le temps, Alexandra, je rêve à toi tous les soirs, tu pleures, je te sens triste. C'est ce que ma mère me disait, ben waouh, l'instinct maternel est fort. Je disais, non, maman, ça va très bien. Elle dit, non, veux venir te voir. Je vais te rendre visite et je disais, non, maman, c'est pas la peine et tout va bien, tout va bien. Je faisais toujours tout pour l'esquiver lorsqu'elle abordait ce sujet-là. Et mon père, j'ai fini par l'appeler, je lui ai tout dit, même ce que mon mari avait fait. Et donc, il était obligé de devenir mon père parce qu'il pratiquement, il ne me parlait plus. Hein. Et il a vu que sa fille était dans une situation, dans un tourbillon, que j'avais vraiment besoin de l'épaule de mon père pour pleurer. Et j'avais appelé et il a compris, il a tout compris. Il m'a pas blâmé, il m'a pas dit, je t'ai pas dit, non, il n'a rien fait de tout cela. Il m'a donné tout son appui moral, je me suis excusée, il dit, écoute, tout le monde fait des erreurs et tant mieux si ça t'a servi de leçon. Donc, il faut avancer la tête haute. Et voilà, maintenant, c'est lui qui en voulait maintenant à mon ex-mari. C'était comme ça. Voilà. Donc, je me suis réconciliée avec mon père. Et celui dont mon mari parlait, c'est lui qui t'abandonne. Et mon père m'a jamais abandonné, il était juste fâché. La preuve en est que lorsque je suis repartie vers lui, j'ai eu son épaule. Et lui, mon mari, c'est lui qui m'a abandonnée. Voilà. Oui. Donc, tu reviens au Brésil. Tu reviens chez ton mari ou bien à distance, le divorce est consommé? Non. Je repars à zéro. Je lui ai même pas dit que je revenais. Notre fils, lorsqu'on partait, il avait 1 an et 8 mois. Je reviens avec l'enfant. Il avait 10 ans, pratiquement presque 11 ans. Hein. Et il savait même pas que son fils revenait. En fait, il savait que l'enfant devait revenir, voilà, pour dire vrai. Mais l'enfant devait venir en vacances parce que nous sommes venus en juillet. L'enfant venait à peine d'avoir son CEP et donc il devait venir en vacances voir son père. Et entre-temps, même le père était en train de négocier si l'enfant pouvait pas rester avec lui au Brésil ici. Donc je disais non, il n'y a pas de problème parce que moi je savais que je revenais. Et je n'allais jamais lui laisser mon fils, moi en étant au Gabon et puis laisser le fils chez le père. Je lui ai dit ne t'en fais pas, il sera en de bonnes mains. Donc je suis revenue le 2 juillet 2017 avec mon fils. Donc, heureusement pour moi que j'ai fait des bonnes amitiés ici. Et il y avait pas mal d'amis qui savaient tout ce qui se passait. Et mon ex-mari a été sévèrement jugé après tout ce qu'il a fait. Donc, nombreux sont les amis qui lui ont tourné le dos. Hein. Et donc, lorsque j'ai dit à une amie que je revenais, je lui ai dit, écoute, je reviens, mais je n'ai vraiment pas où rester. Je ne sais pas combien de temps je vais rester chez toi. Donc, si je peux compter sur toi, je reste chez toi. Si c'est pas possible, je verrai avec une autre personne, une autre amie. Elle dit non, pas du tout. Tu peux venir et tu restes. Tu vas rester même 10 ans, 20 ans, tu restes. On t'attend à bras ouverts. Reviens. Et c'est comme ça, je suis revenue avec des maigres économies. Parce que je suis restée après que l'entreprise brésilienne soit fermée, je suis restée 1 an hein, au Gabon. C'est vrai que j'avais des économies, mais bon, sans travail, il fallait payer le loyer. Il s'occupait toujours de son fils, mais rien que de son fils. C'est-à-dire, moi, j'avais plus de besoin. C'est pas lui qui m'avait envoyé au Gabon. J'étais plus vraiment pas, j'étais plus son affaire en tout cas. Donc, je me débrouillais et donc j'ai pris mon billet. Parce que, comme je disais, hein, en Amérique latine, les billets quitter l'Afrique jusqu'ici, c'est toujours plus de $2000. Je suis restée aussi 5 mois au chômage quand je suis arrivée ici. Mais comme je l'avais dit, il y a des amis hors pair, hors du commun. Du moins, j'étais nourrie, blanchie, sans aucun problème. Et vraiment, c'était des amis brésiliens. J'ai eu tout leur soutien, mais vraiment tout leur soutien. Jusqu'à ce qu'une autre amie encore me dit, écoute, Alexandra,
tu veux revenir à ton point de départ? Et il y a eu du boulot là-bas. Il m'a dit, tu peux revenir. Parce que c'était ma collègue, hein, et elle voulait tellement qu'on travaille encore ensemble. Donc, cette place-là s'est vraiment battue pour qu'elle soit encore à moi. Donc, lorsque l'opportunité s'est présentée, elle m'a dit de venir. Je suis partie. J'ai repris mon poste que j'avais laissé il y a 9 ans de cela. Et puis voilà, j'ai commencé tout doucement à me refaire. Mais j'ai dit, j'ai pris juste du recul. Avec de l'expérience à revendre. Ouais. Pourquoi tu as attendu 1 an après que l'entreprise ait fermé pour rentrer? Parce que tu essayais d'autres choses sur place ou c'était le temps d'être mentalement prête? Comme je le disais, j'ai cette fibre-là, cette nature d'entrepreneur. J'étais j'étais sur place, j'essayais d'autres choses. J'essayais d'autres choses. Et en tant qu'une bonne Ouest-Africaine, enfin, le temps de trouver quelque chose de mieux, on savait faire le jus de gingembre, le bissap, on savait faire le yaourt, on savait faire tout cela. Donc, ma nièce et moi, on avait pratiquement une industrie, hein. Voilà, des congélateurs de lait et tout, et ça vendait pas mal, hein. Au Gabon, comme on dit, tout ce que tu fais, tu vends. Donc, voilà, mes bouteilles de 1,5 litre de lait caillé, je les faisais à 3 000 francs. Donc, voilà, donc tout ce qu'on faisait, on vendait bien. Donc, j'avais quand même de quoi subvenir à nos besoins et je réfléchissais à d'autres choses. J'étais en train de monter une microfinance avec des amis. C'était un projet assez colossal, mais ça n'a pas vu le jour. Puis je dis, bon, écoute, Alexandra, il est temps de partir. Voilà. Il y a eu pas mal de soucis aussi avec cette boîte-là. Et puis bon, je lui dis, écoute, il faut prendre du recul. Et c'est après ça que j'ai vraiment décidé de revenir au Brésil. Il y a quelqu'un de qui on n'a pas beaucoup parlé, c'est la nièce. La nièce qui était avec toi au Brésil, qui t'accompagne au Gabon, qui vit toute cette aventure-là. Qu'est-ce qu'elle devient? Elle a fini par trouver le bonheur au Gabon. D'accord. Voilà. Elle se marie à un Gabonais. Mais elle a eu beaucoup plus de chance que moi. Donc, mais elle a été un pilier fondamental pour moi, hein, au Gabon. Parce que j'avais un bébé, je passais mes journées au garage, je passais mes journées dans les carrefours pour savoir où est-ce que le véhicule, voir si le véhicule est en train de circuler. Lorsque j'étais dans les commissariats et tout cela, elle était toujours présente. Elle était un pilier fondamental pour moi. Elle avait quel âge quand vous quittiez le Brésil pour le Gabon? Elle devait avoir 22 ans. D'accord. Donc, quand tu quittais le Gabon, elle avait à peu près 31 ans. Voilà, exactement. Quelle aventure! J'aurais jamais imaginé qu'on puisse vivre tout ça. Et quand tu m'en parlais au début, là de ton interview, je me disais oui, au bout de 1 an et demi, elle est partie. Au bout de 2 ans, elle est partie. Et je me dis 9 ans, 9 années où tu as continué à te battre quand même avant de prendre ce recul dont tu parles. Tu as toute mon admiration, franchement. Et donc, tu dis que tu as une fibre entrepreneuriale. Là, aujourd'hui, au Brésil, est-ce qu'il y a des choses que tu fais sur place? Est-ce qu'il y a un lien que tu as continué à garder avec le Gabon ou la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire, le lien familial y est toujours. Mais est-ce qu'il y a un lien entrepreneurial que tu as gardé? Oui, tout à fait. Tout à fait. Actuellement, je suis sur un projet avec un ami avec lequel, qui faisait partie du groupe d'amis avec lequel on devait monter la microfinance. Donc, je suis en train de faire des démarches parce qu'il veut qu'on fasse des affaires entre le Brésil et le Gabon. Donc, il m'a fait toute une liste de choses que je dois voir. Il m'a parlé des entreprises qui sont dans l'alimentation. Donc, je suis en contact déjà avec ces entreprises-là pour qu'on puisse exporter justement certains produits alimentaires sur le Gabon. Et cette fois-ci, ça sera bien pensé, ça sera bien mûri avant de se lancer. D'accord. Si tu devais conseiller quelqu'un qui rentre aujourd'hui, qui a à peu près le même profil que toi, c'est-à-dire en couple, par exemple, qu'est-ce que tu dirais? Pour toi, quels sont les indispensables pour pouvoir se donner toutes les chances? Bon, d'abord, lorsqu'on a cette, moi je vais dire,
cette envie-là d'entreprendre, il faut pas avoir peur, il faut se jeter à l'eau. D'abord, c'est cela. Mais de toutes les façons, on n'arrive pas à tout cerner. On n'arrive pas à tout cerner. On schématise. Lorsqu'on a envie de se lancer, même si on a déjà pris sur soi de regarder la faisabilité du projet, on a le terrain qui nous attend. Disons, on a le tatami, où on doit faire nos preuves. Mais en même temps, il faut pas avoir peur de l'échec. Il faut rentrer avec du 50-50. On y va à 50% pour la réussite, on y va à 50% pour l'échec. Moi, personnellement, je suis rentrée dans le projet à 100% pour la réussite. C'est pour ça que j'ai eu mon mental affecté. Et du coup, j'ai eu une rencontre avec une belle église là-bas. J'ai eu tout le soutien de cette église-là. Sinon, je n'allais pas tenir le coup. Parce que je te dis pas, je suis arrivée au Gabon, j'avais 66 kilos. Et à un moment donné, je me suis retrouvée avec 49 kilos. Wow. Donc, mes habits descendaient. Il fallait avoir des ceintures, des petites cordes et tout ce qu'il fallait pour les retenir. Et je me disais que je n'allais pas acheter des petits habits, des petites tailles, parce qu'il fallait que je reprenne mon corps. Donc, ça n'a pas été facile. Donc, il faut toujours s'attendre à cette possibilité de l'échec. Mais il ne faut pas aussi voir l'échec comme une défaite définitive. C'est une école. C'est-à-dire que ça nous enrichit. Parce que j'ai essayé de regarder l'histoire de plusieurs hommes d'affaires que j'ai essayé de lire et tout. Et lorsque je regarde leur parcours, je vois que pour 99% de ces hommes-là, ça n'a pas du tout été facile. Donc, du coup, je ne peux pas me dire que je dois forcément faire l'exception. C'est le parcours normal. C'est vrai peut-être qu'on n'a pas eu le bon filon ou on n'a pas eu les meilleurs conseils ou bien on n'a pas su dominer le terrain ou bien le terrain n'était pas vraiment favorable, le vent n'était pas vraiment en notre faveur, la vapeur n'a pas tourné en notre faveur. Donc, il y a tout cela. Mais l'échec en affaires, c'est une école, c'est un apprentissage. Aujourd'hui, lorsque je regarde tout ce que j'ai vécu, je me félicite d'avoir enduré tout cela. Parce qu'aujourd'hui, je sais comment contourner, je sais comment surmonter, je sais comment percer. Donc, pour moi, c'était indispensable, c'était important. Donc, pour celui qui veut se lancer, malheureusement ou heureusement, il va falloir passer par ce chemin. Il faut avoir le mental pour cela. Et quand c'est fait, peu importe ce qui peut nous arriver, on aura cette mentalité de gagnant. Peu importe si c'est le succès ou si c'est la défaite. Merci. Et je vais te poser une dernière question sur ton fils. Il revient à peu près à 11 ans. Comment tu fais en sorte qu'il puisse s'adapter au Brésil? Parce que finalement, il a connu que le Gabon. Oui. De temps à autre, il me demande quand est-ce qu'on va repartir vivre au Gabon. Parce que le Gabon, c'est chez lui. Il sait qu'il est né ici. Je lui ai montré l'hôpital où il est né. Mais tous ses amis, les amis de son enfance, sont au Gabon. Il a des contacts avec quelques-uns. Et je sens que il a beaucoup aimé son pays. Donc, de temps à autre, il me dit, maman, t'as pas envie de revivre au Gabon? Je lui dis non. J'ai pas envie de vivre au Gabon. On va aller vivre en Côte d'Ivoire. Donc, je le taquine, je lui dis qu'on ira vivre en Côte d'Ivoire. Il dit non, mais je connais personne en Côte d'Ivoire. D'aller vivre en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu projettes d'aller vivre en Côte d'Ivoire? Par moment, ça me traverse l'esprit, hein. J'ai pas encore pris cette décision-là à bras le corps, que je vais, mais j'y pense parfois. Donc peut-être le retour de Alexandra, le retour de, et cette fois-ci, ça sera en Côte d'Ivoire. Le retour de, oui, le retour de. Mais ce sera vraiment bien préparé, ce sera fait de façon, comment je vais dire, télécommandée.
avant de poser les 2 pieds complètement. Ok. D'accord. Cette sensation-là, je sais pas si tu la connais, mais je la connais. Cette sensation d'appel sur le sol qu'on foule. Oui, je comprends. Voilà. Et quand je sais que je vais pas me mettre dans le rang des étrangers à l'aéroport chez moi, je suis fière, je suis contente, quoi, cette sensation de je suis chez moi. Ben, je te souhaite vraiment de réussir dans cet objectif que beaucoup d'entre nous ont dans la tête, mais qui est souvent difficile à matérialiser, de retourner chez soi, de se ressourcer, parce que souvent c'est ça aussi, de se ressourcer sur le sol, de se ressourcer au contact des siens. C'est vrai. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cet épisode avec Alexandra. Je remercie Alexandra pour sa franchise, pour sa bienveillance et pour sa confiance. À l'instar de plusieurs personnes passées ici, j'ai découvert l'histoire d'Alexandra en même temps que j'enregistrais et j'avoue être passée par plusieurs émotions. Mais l'émotion qui me reste le plus, c'est l'admiration. J'ai beaucoup d'admiration pour tous ces défis que Alexandra a pu relever durant ce parcours-là. Ce qui me touche et que je retrouve dans les épisodes de ceux qui n'ont pas forcément réussi à s'implanter de manière durable, qui ne sont pas arrivés à la fin de leur projet de retour, c'est que chaque personne, chacune de ces personnes-là garde la foi. Il n'y a aucune des personnes qui me dit oui, moi je suis partie, j'ai essayé, j'ai pas pu, je reviendrai plus jamais. Et ils gardent toujours ce projet-là quelque part dans leur tête. Ils le nourrissent, ils gardent la foi au fait qu'ils pourront un jour retourner et que les conditions ou le vent sera favorable à ce moment-là. Je trouve ça très beau, très inspirant et pour moi, je trouve que le lien, même quand ça devient difficile, ça veut dire que le lien n'est pas forcément coupé. Il garde toujours espoir de pouvoir revenir. Donc voilà. Si cet épisode vous a plu, merci de me le faire savoir sur Facebook ou Instagram et surtout n'oubliez pas de le partager. Il pourrait servir à quelqu'un. Je vous dis à la semaine prochaine.